Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter Cats of Mont Saint-Michel, à savoir les chats du Mont Saint-Michel, et c'est un jeu qui est sur Gamefound. Gamefound c'est une plateforme comme Kickstarter, qui est une plateforme participative sur laquelle vous allez donner des sous en avance pour que l'éditeur puisse éditer son jeu. C'est un jeu qui est en cours de développement, donc ce que j'ai là c'est une version prototype, donc les choses ne sont pas terminées, le design n'est pas forcément terminé. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai les figurines en impression 3D, et qui sont les figurines dans la sculpture finalisée. Et vous allez voir que c'est particulièrement bien réussi. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures anthropomorphes, c'est-à-dire que vous avez des animaux qui se tiennent sur leurs pattes arrière comme des humains et qui vont avoir des attitudes humaines et qui vont avoir des objets. Typiquement, on va avoir des mousquets, des tenues. Alors pour ceux qui se posent la question sur l'ambiance, eh bien ça se passe à l'époque de la Révolution française sur le Mont Saint-Michel et c'est inspiré d'une histoire réelle où on avait utilisé les chats sur le Mont Saint-Michel pour justement lutter contre les rats. Et là, vous allez avoir l'infâme Cardinal qui lui aussi vraiment est un gros rat, et vous avez tous les ennemis qui vont s'appeler des rats, ou on va avoir aussi quelques roaches, donc à savoir des cafards qui sont là aussi pour vous embêter. Alors le principe c'est que je vais vous expliquer brièvement comment on joue. Vous allez voir que c'est très familial si vous cherchez un jeu avec des règles assez simples et avec un côté aventure. Ça, je pense que ça va bien cocher ces cases là, tout en sachant qu'en plus c'est un jeu qui peut se jouer de solo jusqu'à 4 joueurs. Donc si vous cherchez aussi un jeu d'aventure solo, là on est vraiment sur un jeu qui propose un mode campagne. Vraiment, vous allez aller de page en page sur le livret de scénario, et à chaque fois, eh bien, l'histoire va évoluer. Il y a des embranchements qui nous sont proposés. Alors pour l'instant, comme je vous dis, moi j'ai vraiment qu'une version prototype, donc c'est difficile de voir où va aller le scénario. Mais en tout cas, on a vraiment ce système d'embranchement où, suivant les actions que vous allez faire ou ne pas réussir à faire, eh bien vous allez avoir plus ou moins de difficultés, voire des missions différentes, jusqu'à la fin. Et puis alors cette fin de révolution, donc on sait comment ça se termine pour nous, c'est pas comment ça va se terminer en fait, en tout cas pour ces chats. Donc je vous présente globalement le matériel, le système de jeu, et puis après ben voilà, à vous de choisir hein, si c'est un jeu qui peut vous plaire ou pas. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé mais vous vous en doutez, c'est fait en partenariat avec Raybox qui m'a envoyé ce prototype là, donc vraiment merci beaucoup à eux, et puis aussi merci beaucoup à Kiliox parce que sans lui il n'y aurait pas eu cette vidéo, donc merci beaucoup à toi. Donc l'idée c'est que si vous connaissez des jeux comme My Swan Mystic ou Aftermath, c'est vraiment ce type de jeu là. Donc vous avez un gros fascicule qui est l'Adventure Book. Bien sûr, je précise, ça va être en français. Hein. Le jeu là, moi je l'ai en prototype en VO, mais vous allez l'avoir en français. Ça aurait été dommage quand même de ne pas faire du français pour les chats du Mont Saint-Michel. Donc vous avez des petites explications. Après, dans le design, vous le verrez, vous avez un look qui est un petit peu comme des livres de contes en fait. Donc c'est assez amusant. Et puis le système, c'est que dans ce livre là, vous avez à gauche tout ce qu'il faut pour préparer le scénario, donc c'est-à-dire l'histoire du scénario, la préparation où vous allez mettre des ennemis, les missions, qu'est-ce qui va se passer, comment on va gagner les scénarios et ce qui se passe entre les missions. Et sur la partie droite, vous allez avoir la surface de jeu. Donc ce qui est bien, c'est que on a vraiment un espace qui est contenu, hein, contrairement à d'autres jeux où vous allez vous étaler sur la table. Là, vous allez jouer sur une surface de jeu qui est assez petite, et puis vous allez avoir eh bien, tous les éléments. Donc ça, c'est très bon parce que la préparation elle est très rapide. Vous n'avez pas à passer beaucoup de temps à construire des choses, mettre des tuiles, etc. Là, vous avez directement ce scénario qui est présent ici. Et puis, l'avantage aussi, c'est que ça peut être très très varié parce qu'on peut vraiment vous représenter ce qu'ils ont vraiment envie, alors que sinon on est limité par le matériel de jeu. Donc le système, c'est que vous avez des cases. Donc en fait, ce qu'on regarde sur les cases, c'est qu'en fait vous avez des grandes cases qui sont ici, et vous avez des petites cases qui sont ici. Alors, il va y avoir une distinction parce que dans le déplacement en fait des héros ou même des monstres, il va y avoir une différence pour se déplacer sur des grandes cases, des petites cases, et ensuite eh bien vous avez à certains moments eh bien des éléments de scénario qui vont venir se déclencher, et vous avez dans le livre, eh bien on va vous dire allez lire l'entrée numéro 1, l'entrée numéro 2, l'entrée numéro 3, ça va être du lore bien évidemment, donc on va vous dire tiens il se passe ça, vous venez de rencontrer tel personnage, Madame Antoinette, voilà, etc. Elle va vous donner ça, il se passe ci, vous récupérez tel ou tel équipement, donc il y a vraiment ce côté jeu d'aventure, en même temps que c'est un jeu aussi d'exploration et de combat. Alors pour entrer un petit peu dans l'explication des règles,
règles, eh bien on va commencer par la fiche de personnage. Donc suivant votre personnage, vous avez bien sûr une icône qui le représente, son petit nom, le petit Léon, et puis après vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de stats parce que c'est assez intuitif, assez simple à jouer. Donc vous avez directement ici des symboles, ça c'est pour l'attaque, c'est tout simplement l'attaque au corps à corps native, sans équipement. Donc il y a deux icônes, ça c'est un icône pour sonner l'adversaire, ça c'est un icône pour blesser l'adversaire. Au nombre des dés, vous avez des dés 12, donc des dés avec 12 faces. Vous jetez votre dé 12. Si vous faites entre 5 et 8, vous allez bousculer, étourdir l'adversaire. Et si vous faites 9 ou plus, et vous aimez bien, vous allez mettre une blessure. Donc en général, les adversaires ont un seul point de vie. Typiquement, c'est le cas des roaches, donc les cafards qui n'ont qu'un seul point de vie. Certains plus gros adversaires peuvent avoir 2 points de vie, voire plus. Voilà. Après, comme je vous dis encore une fois, j'ai pas les stats de toutes les figurines, donc je peux me fier pour l'instant qu'à ce qu'il y a là. Par contre, en tout cas, vous voyez que c'est un système qui est vraiment très simple, très facile à comprendre. Vous jetez le dé. En plus, c'est un dé 12, c'est pas mal. Moi, j'aime bien les jeux où il y a un système de dés qui n'est pas un dé 6 parce que ça donne plus de possibilités. En fait, c'est un peu plus fin de faire du 5-8 ou 6-8, là il y a vraiment un petit changement, plutôt que de faire du 4+, sur un D6, où là, bon voilà, on peut difficilement varier les efforts. Ensuite, ici, tout simplement, vous avez les points de vie, donc on démarre avec 9 vies, hein, incroyable, et puis on va descendre comme ça, une fois que votre chat est arrivé à 0, eh bien il est éliminé. Vous avez une case à gauche pour les armes, une case à droite pour les éventuelles armures qu'on va récupérer, et vous pouvez récupérer des loots. Donc ça, c'est aussi le petit côté sympathique, vous avez tout un paquet avec des cartes de loot, donc vous les mélangez, donc ces paquets-là, ils sont à préparer avant chaque bataille, chaque mission. Là, par exemple, pour les premières missions, vous devez enlever les armes, donc vous allez vous retrouver avec soit des événements, vous voyez par exemple, là, vous allez avoir des choses un petit peu négatives, soit des sous pour acheter de l'équipement, soit il peut y avoir des ennemis, des petites potions de soins, ou vous voyez, ce genre de choses, donc voilà, là, il y a des pièges aussi, évidemment, donc on peut se retrouver comme ça avec des petits plaisirs ou des choses un petit peu moins agréables, et vous pouvez en stocker ici. Et puis voilà, vous savez quasiment jouer sur les stats. Alors on va regarder, parce que vous allez me dire, ouais mais attends, on voit bien que sur la carte de l'épée, il y a quand même beaucoup plus d'icônes. Alors on va regarder très rapidement. Ça ici c'est le coût, c'est-à-dire c'est à combien vous pouvez l'acheter, ou alors peut-être même la revendre, on verra. Ça c'est le nombre de dés que vous allez lancer, donc là la rapière va lancer un dé, on va avoir des armes qui peuvent lancer plusieurs dés, par exemple les shurikens, alors, ils sont cachés, les shurikens ici vous voyez, ils vont lancer 2 dés, voilà. Rentrer plus dans les détails. Ensuite, ici, toujours pareil, 5, 7 pour sonner et 8 pour blesser. Et ça, c'est la portée. Vous avez portée 0, 1 ou 2. Portée 0, c'est bien sûr dans la case dans laquelle vous êtes, avec un système de cases adjacentes. Portée 1, c'est dans justement le grand carré adjacent. Ça, c'est la subtilité pour permettre un peu plus de flexibilité. Et portée 2, c'est à 2 grands carrés, tout simplement. Après, si on regarde les ennemis, eh ben, vous voyez, c'est extrêmement simple. Ça, c'est les points de vie, donc en général 1 ou 2 points de vie. Ça, c'est le nombre d'actions qu'ils vont réaliser, 1 ou 2 actions. Il y a une petite règle spéciale quand même pour donner un peu de piment. Et puis, vous avez une attaque au corps à corps, une attaque de tir. Alors, c'est un jeu où il y aura très peu de tirs parce que la plupart des armes, ça correspond à l'époque. Une fois que vous avez tiré, eh ben voilà, elles sont inutilisables pendant tout le scénario. Vous allez, on n'est pas habitué, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, eh bien les armes, il fallait les charger, c'était très long, donc on ne peut pas recharger les armes aussi simplement. Donc c'est du one-shot, un tir, donc il y a intérêt à l'utiliser à bon escient. Alors le type d'ennemis, ce sont les cafards. Alors les cafards, eux, ils se gèrent un petit peu différemment, mais de façon extrêmement simple. C'est qu'ils peuvent eh bien, se déplacer sur une case qui est occupée par un adversaire, et à ce moment-là, eh bien, ils meurent, ils explosent, et puis vous perdez un point de vie. Donc c'est vraiment assez simple. En plus, eux, dès que vous les mettez en mode étourdi, ils disparaissent aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'adversaire de base, très simple à gérer, qui va pulluler un petit peu avec l'image des cafards et qui va vous embêter parce qu'il y en aura un petit peu toujours qui vont venir au fur et à mesure du scénario. Alors comme je vous l'ai dit, la mise en place elle est vraiment très simple. En fait, simplement vous lisez, première chose, le Rat Army Pool, c'est-à-dire quels sont le type d'ennemis qu'on va pouvoir rencontrer. Donc on vous dit, vous prenez le Norwegian Brown, c'est-à-dire ce gros rat là. Par contre, comme il est sur un petit pion orange, c'est-à-dire que lui ça va être un boss, il va apparaître à un moment précis du scénario, donc vous le mettez de côté. Ensuite on vous dit, vous prenez un arbalétrier, vous prenez un détestable et vous prenez 7 roach. Et en fait tous ces pions là, quand vous allez les prendre,
alors est-ce que j'en ai assez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on en rajoute un, c'est bonus. Quand on les retourne, eh bien on ne peut pas les différencier. Ça va être assez intéressant parce que ça vous donne en fait le petit côté un peu mystère. On ne va pas savoir où vont aller où vont apparaître en fait les ennemis. Donc vous les mélangez, ça vous donne un pool d'adversaires. Donc bien sûr, vous savez que la plupart du temps, vous allez tomber sur un cafard, mais par contre, des fois, ça va être un arbalètrier, ça va être indétestable, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, le setup. Donc on vous dit en général de placer les objectifs. Donc là, les objectifs de scénario, ce sont des petits yeux comme ça qui sont placés. Il faut les mettre en petit O. Voilà, donc sur O, je place 2 objectifs. Ensuite, ça c'est la façon classique de placer les choses. À chaque fois que vous avez un L, c'est des zones de loot, vous allez placer 2 marqueurs avec les petites épées. C'est pour vous dire que vous pouvez fouiller jusqu'à 2 fois. Donc, un même chat ne peut pas fouiller 2 fois au même endroit, mais après, bien sûr, vous allez vous répartir en fait les objets, tout en sachant que les objets après, vous pouvez vous les passer assez simplement. Donc, c'est vraiment un jeu qui se veut assez souple. Vraiment, on s'embête pas trop, on peut facilement se passer des objets, faire des échanges. Et ensuite, vous voyez que sur la carte, vous avez des zones rouges. Les zones rouges, c'est les endroits où vont apparaître les rats. Donc, première étape, là où il y a un R, vous mettez un pion face cachée. Donc, encore une fois, on ne sait pas ce sur quoi on va tomber. Ces pions-là, pour information, ils vont être révélés dès qu'il y a une ligne de vue. Alors, la ligne de vue, qu'est-ce que c'est? La ligne de vue, c'est quand vous allez partir du centre d'une case vers le centre d'une autre case, eh bien, s'il n'y a aucun élément qui vous gêne, pas de souci, vous avez une ligne de vue. Donc, on va pouvoir savoir ce pion, qu'est-ce qu'il représente. Et puis, vous avez sur le terrain, en fait, ici, des zones jaunes, ici, des zones rouges. Les zones rouges sont interdit, on ne peut pas passer dedans, on ne peut pas rentrer dedans, ce sont des murs, des obstacles, à une cheminée en l'occurrence, et les zones jaunes, ce sont des zones qui vous donnent en fait un couvert, donc quand vous êtes dessus, vous allez être plus difficile à blesser, c'est valable aussi pour les adversaires, donc il faut faire attention là où ils vont bouger. Donc ensuite le scénario vous donne la consigne, qu'est-ce qui va se passer. Donc là en gros la mission c'est d'aller boucher les trous par lesquels les cafards rentrent. Donc vous avez de la boue, vous allez l'entasser dans les tuyaux pour pas que les rats, les rats et les cafards continuent de rentrer. Donc il faut amener en fait ces pions d'objectif directement ici. On vous explique que ça vous coûte 2 points d'action. On va voir les points d'action après. Petit événement spécial, quand vous mettez KO le norvégien, donc c'est-à-dire le gros rat, et bien à ce moment-là vous allez lire l'entrée numéro 2. Donc il va se passer des choses qui sont scénarisées. Et puis, on vous dit aussi qu'est-ce qui se passe quand vous allez sortir une fois que le scénario est terminé par la flèche verte. Voilà, donc c'est le côté assez simple. Ici, le petit C, c'est l'endroit où vous allez déployer vos figurines. Donc, petite chose que je n'ai pas encore précisé, mais que vous avez peut-être déjà vu si vous avez été sur la page, c'est que là, vous avez 2 styles de pledge, c'est-à-dire 2 styles d'achat. Vous avez le jeu dans une version de base où, à la place d'avoir des figurines, vous avez des petits standees, donc c'est-à-dire des petits inserts cartonnés, des pions cartonnés. Et puis, vous avez aussi une version deluxe où là, vous allez avoir les figurines et les pions en bois. Donc là, moi j'ai un mix en fait un peu entre les deux, mais bon, un jeu sans figurines sur IGTV, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'avais vraiment voulu avoir les figurines. Et puis voilà, donc après, je vous laisserai aller voir sur la page pour voir vraiment ce qui va vous plaire. Et puis je vous ferai quelques vues du matériel pour voir vraiment la qualité des figurines que je trouve vraiment aussi bien en sculpture que là en impression, qui sont vraiment tip top. Alors un des éléments principaux, c'est ligne temporelle. Ligne temporelle, à chaque fois qu'il y a un nouveau tour, bien sûr, on va déplacer le compte tour. Et en fait, vous voyez qu'il y a des petites lettres qui sont ici. Donc ces lettres vont déclencher des effets. Donc en général, il y a des zones d'apparition. Ici, vous voyez S pour S. Donc ça veut dire que dès qu'on va être dans le tour S, on va faire apparaître des ennemis. Alors les ennemis, en fait, vous avez ce pool, ces jetons que j'ai mélangés. L'idée, c'est que dès que vous avez éliminé un jeton, il est mis de côté dans la défausse. Et puis quand j'ai plus de nouveaux pions à piocher parmi les ennemis, je remélange tous les pions, je les remets face cachée et on va retomber sur certains ennemis. Donc là, vous voyez qu'au début, j'ai mis un arbalètrier. Et bien, une fois qu'il est mort, je sais que tant qu'il reste des pions, il ne va pas revenir. Par contre, une fois que j'ai détruit suffisamment de pions et que le pool est épuisé, eh bien, on va remélanger. Donc là, il y a des chances que l'arbalètrier réapparaisse. Vous voyez qu'on trouve aussi la case N qui va faire apparaître justement notre ami, qui n'est pas notre ami d'ailleurs, le gros rat, et qui va apparaître dans cette zone-là. Donc on sait exactement où il va apparaître. Ça, c'est vraiment quelque chose qui voilà, est facile pour l'anticipation. Après, sur la suite des scénarios, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs zones, qu'on jette un dé pour savoir l'endroit où ça va apparaître. Enfin, j'imagine qu'il va y avoir ce système crescendo au fur et à mesure. Les parties, bien sûr, vont être de plus en plus difficiles. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est comment on va pouvoir jouer, comment on va se déplacer, comment on va pouvoir attaquer.
Alors, regardons les déplacements. Alors les déplacements, comme je l'ai dit, vous avez des petites cases qui sont elles-mêmes dans des grands carrés. Donc il y a les grands carrés et les petites cases, c'est important. Donc premier type de déplacement qui va vous coûter 1 point, c'est le mouvement le plus simple, c'est se déplacer sur un petit carré adjacent, mais de façon orthogonale, c'est-à-dire pas en diagonale. Donc ça, c'est le déplacement le plus simple qui vous coûte 1 point d'action. Ensuite, vous avez un déplacement un petit peu plus complexe qui vous permet de vous déplacer d'un grand carré vers un autre grand carré et sur n'importe quelle case, de façon à ce qu'il soit lui aussi adjacent. Donc pas en diagonale à nouveau. Donc c'est-à-dire que je suis sur ce grand carré là, peu importe la case, je peux si j'ai envie venir ici, ou alors d'ici venir ici, grimper sur la grille, ou alors revenir en arrière, venir ici. Donc ça, c'est un déplacement qui est assez souple, mais qui ne permet toujours pas d'aller en diagonale, sauf si vous vous déplacez de petit carré en petit carré. C'est la seule façon d'aller en diagonale, c'est d'utiliser ce mouvement un peu plus complexe pour faire une diagonale, comme ça, mais d'un petit carré à un petit carré. Donc c'est-à-dire pas le grand vers le grand, on avait compris. Maintenant, vous me dites, mais quel est l'intérêt alors du premier mouvement? Je vais toujours préférer faire le mouvement numéro 2, tout en sachant qu'ils consomment tous les deux 1 point d'action et que vous avez 2 points d'action. Eh bien, c'est tout simplement que des fois, vous n'avez pas le choix. À partir du moment où vous avez un adversaire qui est juste à côté de vous, vous n'avez le droit qu'au petit déplacement qui est un déplacement orthogonal sur une petite case juste à côté. Alors, comme vous avez 2 points d'action et que vous allez décomposer votre mouvement, eh bien, si on imagine que j'ai envie de sortir de cette situation-là, premièrement, je dépense un premier point pour faire un mouvement simple, je pars. Alors, je ne suis plus orthogonalement adjacent à un adversaire et à ce moment-là, je suis libéré. Donc, je peux faire mon mouvement plus complexe et aller sur n'importe quelle autre case d'un carré, un grand carré qui est adjacent. Donc, je peux très bien venir me placer juste ici. Vérifiez tout simplement que la case dans laquelle vous voulez aller n'est pas une case infranchissable. Alors dans les autres actions que vous pouvez faire un mouvement rapide qui est l'équivalent d'une charge. Donc il va vous consommer 2 points, c'est-à-dire l'ensemble de vos actions du tour, et vous avez le droit de faire 2 déplacements complexes, c'est-à-dire 2 grands carrés, un grand carré vers un autre grand carré et encore un autre grand carré. Ça se fait toujours là aussi orthogonalement, ou alors de le décomposer et de faire une petite diagonale et un grand carré. Donc par exemple, je peux faire une diagonale ici et après aller vers un autre grand carré et aller n'importe où. Ce que je peux faire aussi, c'est dans cette zone-là me dire je vais passer ici sans être orthogonalement adjacent au cafard. Comme ça, je suis libre encore de faire un mouvement complexe et pas un mouvement simple. Et après, je me dis bah tiens, je vais venir dans ce grand carré et là par contre, je me mets de façon à être adjacent à un ennemi. Alors, on me dit, bah, pourquoi c'est embêtant? Eh bien, parce que ce mouvement-là, il vous permet de faire une attaque gratuite à condition que vous soyez adjacent justement à un adversaire. Donc, ça, c'est vraiment bonus. Donc, j'ai mon double move. Vous voyez que ça m'a permis aussi d'éviter au passage le cafard qui était ici. Et j'ai mon attaque qui est gratuite. Petit inconvénient, c'est que votre chat, il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait pour faire cette action-là. Et après, vous allez avoir un petit marqueur comme ça qui vient se mettre à côté. Et pour la suite du tour, eh bien, il sera plus facile à toucher parce qu'il est un petit peu fatigué. Il s'est mis dans une position difficile pour essayer de faire cette action d'éclat. Donc, ben voilà, ça vous coûte le fait d'être beaucoup plus facile à toucher sur le coup d'après. Bon, je vous connais, hein, je sais que vous avez envie de savoir ce qui se passe. Est-ce que Léon réussit son attaque? Donc, tout simplement, je vais jeter un des 12. Je vous rappelle que de 5 à 8, je vais étourdir l'adversaire. Bon là, comme c'est un cafard, ça va l'enlever. Et sur un 9+, je vais lui mettre une blessure. Donc je jette le dé, est-ce que j'ai de la chance? 8, c'est pas mal. Ça l'étourdit, c'est suffisant pour pouvoir enlever directement le cafard. Alors avant que j'oublie, il y a un petit truc sympa, c'est que quand vous avez vraiment pas de chance et que vous faites le 1, il n'y a qu'une chance sur 12, mais ça arrive quand même, et bien quand vous le faites, vous allez récupérer ce petit pion. Et ce petit pion, il vous permet, sur un jeté de dé ultérieur qui est de 1, d'avoir le droit de le relancer. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites à 1, vous allez avoir soit l'accumulation de petits pions pour des moments qui sont vraiment importants, soit du coup le droit de l'avoir relancé si c'est le deuxième de la partie. Donc vous voyez, on est quand même sur un jeu un peu friendly pour que tout le monde puisse s'amuser, parce que c'est vrai qu'un sur un des 12, on est un petit peu triste. Bah là, vous avez votre relance. Alors chose à noter quand vous êtes ici, c'est que les pions vont se révéler dès qu'il y a une ligne de vue. Donc c'est-à-dire que vous allez bouger avec votre première action. Tout de suite, on révèle les pions. Donc là, je vais rajouter un cafard. Là, ici, c'est l'arbalétrier. Là, derrière, c'est de nouveau un cafard. Donc, encore une fois, hein, si vous avez des figurines, eh bien, bien sûr, c'est beaucoup plus sympa de les remplacer avec les figurines. Donc là, on va mettre l'arbalétrier ici. Et ça me permet, bien comme ça, d'avoir une première action pour essayer d'imaginer un petit peu ce qui se passe. Et puis, en fonction de l'adversaire auquel je vais faire face, de me dire, je vais plutôt monter ou plutôt descendre.
Alors dans les autres actions que vous allez être amené à faire, c'est tout simplement quand vous êtes adjacent à une case de loot, dépenser un point d'action pour looter. Donc vous enlevez un petit pion et puis vous allez directement aller piocher dans les cartes pour récupérer un artefact ou peut-être tomber sur un piège. Et la dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est que si les adversaires vous ont mis un marqueur étourdi, eh bien vous allez dépenser un point d'action pour enlever ce pion étourdi. Donc vous avez 2 points d'action par tour, un point pour faire un mouvement simple, un point pour faire un mouvement complexe, c'est-à-dire de grand carré à grand carré, 2 points pour faire une action de charge, c'est-à-dire 2 mouvements, et avec une petite bonus si vous réussissez justement à faire votre attaque et être adjacent à un adversaire. Et puis après, pour 1 point, vous pouvez fouiller. Là en l'occurrence, dans ce scénario-là, ça coûte 2 points d'action pour pouvoir aller boucher les trous, donc il faut y penser, hein, ça peut être important de ne pas avoir ce mouvement, donc il faut vraiment préparer votre action. Et puis le point aussi pour enlever votre marqueur stunt, votre marqueur étourdi, tout en sachant qu'au début du tour de jeu, vous enlevez tous les marqueurs sur les héros, sur les chats. Par contre, pas sur les ennemis, pas sur les cafards, eux ils vont devoir dépenser leur point d'action pour enlever le pion étourdi. Donc les adversaires, eux, quand c'est à eux de jouer, ben aussi dans les actions qu'ils peuvent faire, c'est vraiment assez simple à jouer. Votre adversaire va soit réaliser une attaque, s'il n'a pas la possibilité de réaliser une attaque, il va se rapprocher du chat le plus près. On commence par jouer l'adversaire qui est le plus près d'un joueur, et puis vous voyez comme ça c'est assez simple, hein, les cafards en général ils ont un point de mouvement, donc voilà, je peux pas être au contact, donc je me rapproche du plus près. Donc ça vous permet aussi d'anticiper un petit peu les choses. Faites attention parce que des fois il y a des petits événements qui vont changer, qui vont donner des points d'action supplémentaires. Par exemple, quand le Norwegian Rat arrive, eh bien tous les adversaires vont avoir 2 points d'action. Donc là ça peut changer des choses. Si vous ne l'avez pas anticipé, ça peut vraiment vous créer des situations un petit peu problématiques. Alors on va revoir un petit peu le combat. Donc quand j'ai une arme qui est à portée 1, c'est-à-dire que je peux taper que les cases adjacentes. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc cet adversaire est trop loin. Quand j'ai une arme portée 1, c'est-à-dire que je peux aller taper dans un grand carré qui est juste à côté, donc de façon orthogonale. C'est-à-dire que si l'arbalétrier est ici, eh bien même avec une arme portée 1, je ne peux pas aller le taper parce qu'il est à plus loin qu'une case. Par contre, je peux aller taper celui-ci. Autre chose, maintenant si j'ai une arme portée 2, a priori je n'ai pas vu s'il y a des armes qui avaient de plus grande portée, mais je pense pas, dans les règles ils parlent que de portée 2. Là par contre j'ai le droit de faire 2 grands carrés, donc un grand carré, 2 grands carrés, donc celui-ci se trouve à portée 2, ou alors ici un grand carré, celui-ci se trouve aussi à portée 2. Et là aussi bien sûr celui-ci se trouve à portée 2. Tout en sachant que vous n'avez pas le droit sur un ennemi qui serait adjacent d'utiliser une arme qui aurait une portée 2. Après, je vous ai parlé de modificateurs, donc tout simplement, si vous attaquez un ennemi qui est étourdi, eh bien vous avez plus 3 sur votre dé, donc ça c'est plutôt cool. Si vous attaquez par contre un ennemi qui est à couvert, donc c'est-à-dire sur une zone avec du jaune, là vous avez moins 2 pour pouvoir le toucher. Et si jamais, donc ça ne marche que pour les chats, si vous avez un adversaire qui va attaquer un chat qui a fait l'action de course, eh bien vous allez avoir un plus 2 pour le blesser. Donc c'est l'adversaire, les méchants du jeu qui vont avoir un plus 2 contre vos chats. Et voilà, hein, là vous savez jouer parce qu'après toutes les règles qui vont venir se complexifier, elles vont vous être expliquées à chaque fois dans le scénario, ça va être des conditions spécifiques, peut-être qu'à un moment donné vous êtes dans le noir, vous n'avez qu'un seul point d'action, enfin on peut imaginer pas mal de choses. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un jeu qui se trouve très familial. Si vous recherchez un jeu à jouer avec typiquement votre famille, eh bien je pense que ça va plaire. Après pour vous, vous avez l'aspect figurine qui est vraiment très très joli. Alors à vous de voir si vous préférez économiser un petit peu et juste profiter du jeu avec les pions en carton, ou si vous êtes un amoureux de la figurine, on se comprend, auquel cas vous allez préférer vraiment cette version, et puis vous avez comme ça cette possibilité de peindre en famille. Et voilà, on est arrivé au bout de cette présentation. Merci encore à Raybox de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé cette boîte plus directement les figurines, parce que je sais que c'est vraiment moi ce qui me plaît. Merci encore une fois à Kiliox, hein, parce que sans toi on n'aurait pas eu cette vidéo. Et puis voilà, à vous de faire votre choix. Donc encore une fois, c'est difficile de se projeter sur le jeu complet, parce que moi j'ai encore qu'un prototype, mais en tout cas vraiment la qualité des figurines, rien que ça je pense que ça vaut le coup. Sachez que vous pouvez aussi acheter que les figurines, hein, si vous avez envie de les utiliser dans d'autres jeux, dans des jeux d'aventure, dans du jeu de rôle, vous n'achetez que les figurines. Elles sont vraiment très sympathiques, moi j'étais assez impressionné sur la qualité des figurines. Et puis après, voilà, il suffit de suivre la campagne, il reste que quelques jours, donc voilà, ne tardez pas. En tout cas, merci à vous tous. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez mettre un like, mettre un commentaire, vous pouvez aussi aller sur Tipeee pour me soutenir directement, c'est comme ça que moi je gagne ma vie. Et puis voilà, faites-vous plaisir en tout cas avec ce jeu, et puis bonne chance à Raybox et aux Cats of Mont Saint-Michel. Allez, salut à tous, bye.